Moi, il y a une phrase qui m'a sauté aux yeux et qu'on a mis en gras d'ailleurs, c'est parce qu'elle Oui. est d'une violence. Attention. Elle est d'une violence incroyable. Ah oui? Vous avez entendu dans votre vie en permanence dire « tu ne devrais pas être là, tu n'étais pas prévu ». Oui, Cette phrase, elle est dure. elle est dure. Mais je m'en suis pas rendu compte. Alors, Je l'ai vécu, je dirais 20 ans, pour pas dire 25 ans, sans m'en rendre compte. Mais elle me faisait mal. Elle me faisait vraiment mal. Merci, bienvenue, nouvelle rencontre avec mon invité. Merci de commenter avec bienveillance comme toujours. Merci de partager aussi, puis vous connaissez le principe. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous loupez quelque chose. On a beaucoup d'émissions très intéressantes à vous proposer qui peuvent éventuellement améliorer votre quotidien, votre vie, avec les experts qui s'installent sur ces fameux canapés. Claudia Jurachak. Oui, on dit c'est bien ça. Comme ça. Voilà, je ne voulais pas écorcher votre nom. Merci d'être là, Claudia. De rien, avec Merci. plaisir. Alors, quand on sait qu'on va parler du corps et de ce que le corps nous enseigne, nous dit, et lorsque parfois il hurle quand on ne comprend pas, la première question est de savoir si votre corps vous dit que vous êtes bien installé là, maintenant. Je suis bien. C'est important de savoir ça. Ça va. Ça va, tout va bien. bien. Merci d'être là, vous venez de Marseille. Oui. Vous avez mis en place une méthode. Alors, vous dites en même temps que c'est une méthode qui n'est pas une méthode. Alors, c'est une méthode d'écoute du corps, d'écoute et surtout de compréhension du corps. Parce que savoir écouter, vouloir écouter, c'est bien, mais comprendre ce qu'il a à nous dire, c'est beaucoup mieux. Vous êtes kinésiologue ? Je suis kinésiologue au départ et maintenant ma méthode, donc j'exerce essentiellement avec ma méthode et la méthode est vraiment entre la kinésiologie et la médecine chinoise traditionnelle. Alors, la kinésiologie, le test musculaire, on l'a déjà connaît. évoqué plein de fois, Ouais, on connaît. ouais. Quand le corps parle, effectivement, c'est là où on va rechercher au travers du fameux test musculaire s'il y a peut-être un engrammage de quelque chose dans nos vies, c'est ça? C'est l'idée? Exactement. L'idée, c'est que le test musculaire nous permet de faire déjà le tri entre ce qui nous convient et ce qui nous stresse. Mais la lecture corporelle peut encore aller plus loin. Et moi, je l'ai mené un petit peu plus loin grâce au point d'acupuncture de la médecine chinoise traditionnelle, en essayant de traduire ces points et de prendre ces points comme un outil extrêmement précis. Et ce qui est intéressant, accessible à tous, à plusieurs niveaux, on peut les utiliser pour comprendre vraiment des informations et pour que notre corps devienne un petit peu notre allié. Je crois que c'est là. Alors, vous en avez fait effectivement ce protocole qui s'appelle Kinessence. Oui, Kinésiologie, essence. Alors exactement, kiné par le toucher, parce que vraiment les mains sont assez importantes dans l'approche thérapeutique, en tout cas. Après, on peut avoir une approche simplifiée. Donc kiné, et effectivement donner du sens. Comment donner du sens à certains petits bobos ou à certains symptômes ou à certaines maladies. À un moment donné, on se retrouve dans un parcours médical ou à avoir des douleurs et donner un sens à ces douleurs au lieu de les faire taire par des médicaments. Bien sûr, on accompagne par un traitement médical. C'est complémentaire. C'est tout à fait complémentaire. Moi, la médecine m'a sauvé la vie. Donc, je suis issue d'une famille de médecins. Donc, j'ai pas du tout une opposition à ça. Par contre, ça peut être quelque chose d'extrêmement complémentaire et extrêmement bénéfique. Alors, c'est intéressant quand vous dites « je suis issu d'une famille de médecins ». Quel regard, justement, ils portent sur cette méthode et votre façon de procéder? Alors, mon père, qui n'est pas conventionnel, pour le coup. Ah non, pas du tout. Alors, mon père, c'était un très grand chirurgien, vraiment de renommée. Et il était vraiment... Le corps, c'était sa boîte à outils. Il fallait le réparer vraiment comme une automobile. Ou comme, voilà, aucune émotion, aucune... Donc, c'est vrai que ça l'a extrêmement surpris. Et après, alors... C'est comme ça, la validation qu'il donnait à mon travail, c'est que j'avais beaucoup... dans ma clientèle, des médecins notamment qui venaient me voir. Alors ça, pour lui, c'était une espèce de reconnaissance. Et en fait, il est resté un petit peu là-dessus. Sans s'intéresser plus que ça? Non, parce okay. qu'il était quand même très fermé, très formaté. Très formaté. Très formaté. Exactement. Est-ce que on dit souvent, et on fermera la parenthèse sur ce sujet, mais en tout cas, on dit souvent que la nouvelle génération des médecins, on dit souvent qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent. Ah, tout à fait. Vous le sentez, vous le voyez? Ah bah oui, moi je travaille, j'ai énormément de gens qui me sont envoyés directement par les hôpitaux à Marseille, et notamment il y a l'IPC pour le traitement des cancers à Marseille. Je connais pas les médecins, j'y suis jamais allée.
Par contre, il y a beaucoup de gens qui me disent voilà, je suis en traitement pour le cancer. On m'a dit que c'était bien de venir vous voir. Ouais. Et effectivement, j'ai pas mal de médecins, mais je ne sais pas qui c'est, qui m'envoie en accompagnement. Mais alors, pourquoi est-ce que ces médecins préconisent vos services? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Parce qu'ils se rendent compte que je pense que si le mental va bien, si le psychologique va bien, si l'émotionnel va bien, si la personne, elle accepte, entre guillemets, ce qui lui arrive, et ben finalement, elle va mieux accepter les traitements. Moi, j'ai l'impression, après, c'est vraiment une intuition, mais c'est pas statistiquement prouvé, je ne sais pas, que les récidives sont moins fréquentes. Et en fait, elle accepte d'une certaine manière son parcours médical, parce qu'il faut savoir que c'est pas toujours très évident. C'est lourd, parfois. C'est très, très lourd. Et du coup, elle accepte parce que elle a quelque chose à comprendre, elle a quelque chose à vivre. Et finalement, encore hier, j'ai baladé ma chienne dans la colline et j'ai rencontré une dame que j'avais suivie. Et elle a eu un parcours difficile, cancer assez avancé. Et elle me disait, mais en fait, maintenant, avec le recul, effectivement, je prends ce parcours, malgré toutes ces douleurs, malgré toutes ces difficultés, comme un cadeau de la vie. Mais alors, parce que là, on a le sentiment, quand on vous écoute, que l'accompagnement est beaucoup basé sur l'aspect psychologique, pour le coup, c'est-à-dire accepter, comprendre la maladie et l'accepter, fait qu'il y a effectivement moins de risques de récidive ou une amélioration certaine. Mais ça, c'est sur le côté psychologique des choses. Ça veut dire que votre méthode et votre accompagnement est avant tout basé sur le psychologique? Elle est basée sur le psychologique, sur la compréhension, parce que si il nous arrive quelque chose et qu'on ne le comprend pas, c'est difficile de le dépasser. Donc c'est vraiment sur la compréhension, effectivement psychologique, surtout émotionnelle. Pourquoi on a dû passer par ces émotions-là? Qu'est-ce que le corps a voulu nous dire par rapport à des émotions qu'on a vécues, qu'on a mis souvent un petit peu sous le tapis ou de côté. Et finalement, le corps, à un moment donné, il rejoue, parce que lui, il sait. C'est vraiment le message que je veux faire passer. Le corps, il sait. Il ne fait pas d'erreur de mémoire. Il sait. Il sait ce qu'on a vécu, il sait ce qu'on a ressenti. Et à un moment donné, quand les choses se répètent, quand il y a des souffrances par rapport à nos émotions, par rapport à nos ressentis, là, à un moment donné, il va mettre un symptôme, il va mettre un mot, et là, il va un petit peu nous pousser à réagir. Et la méthode via les points d'acupuncture nous permet de comprendre quel est le ressenti qu'il y a derrière, exactement, l'émotion précise ou le schéma comportemental précis qui nous fait souffrir. Tu te souviens de la libération de Marc en direct sur le plateau d'ABC-Toll? Je sais pas très bien. Je me suis purée. Ça m'a pas mis bien du tout. Je te jure, j'ai sué. Marc, tétanisé, rien qu'à l'idée de monter dans un avion. En direct, sous les yeux de tous, sa phobie est tombée, nette, définitive. Vraiment, j'étais pas bien du tout il y a 2 minutes là. Tu m'as défoncé la tête. Ce soir-là, en quelques minutes, il a été libéré. Et cela a littéralement marqué les esprits. Et si c'était ton tour? Tu arrives avec tes peurs, celles qui te bloquent, celles qui t'étouffent, celles qui te freinent, qui te font tourner en rond. Et tu repars sans aide. Total Reset, c'est pas une conférence ni un atelier. C'est vraiment une expérience de déprogrammation profonde. Une libération grâce à la fulgurance de la méthode Deeply, dont nous sommes les créateurs. Une réinitialisation inédite qui agit sur les causes inconscientes et sur les symptômes. Tes peurs, tes traumas, tes limites. Un saut quantique intérieur orchestré par la team Deeply, là où tout se réinitialise. Les peurs qui te paralysent, les blocages qui t'empêchent d'avancer, les doutes qui t'éloignent de ta vie rêvée. Une libération de tes prisons invisibles. Et c'est ça, Total Reset. Tu entres avec tes peurs, tu ressors libre, léger, reconnecté à ta puissance. Viens vivre le reset que ton âme attend depuis trop longtemps. Les places partent vite. Inscris-toi maintenant, parce qu'après Total Reset, tu ne te reconnaîtras plus. Comment l'acupuncture entre dans votre vie et comment vous avez l'idée effectivement de l'associer à votre première pratique initiale, la kinésio?
Alors, quand j'ai fait ma formation en kinésio, je me suis aperçue qu'il y avait quand même un pan que je trouvais qui n'était pas suffisamment développé. On utilisait un petit peu les points d'acupuncture, mais de manière assez protocolaire. On nous disait, voilà, pour équilibrer énergétiquement, physiquement, émotionnellement cette personne, tu utilises ce point d'acupuncture. On traçait ce qu'on appelle les méridiens. Là aussi, les tracés étaient un petit peu approximatifs. Je trouvais que l'équilibration n'était pas assez précise. Et en fait, j'ai voulu approfondir les choses. Et là, franchement, ça a été une rencontre un petit peu extraordinaire. J'ai été happée, on va dire, par les points d'acupuncture parce que j'ai découvert progressivement, et j'ai fait beaucoup d'autotest, vous l'avez testé sur vous, non? Oui, après, oui. Ouais. Mais j'ai appris la médecine chinoise dans les livres, Okay. voilà. Et je me suis aperçue qu'en fait, ces points, ils pouvaient dire énormément de choses. Et que si on les comprenait, si on leur donnait un sens, il y avait une porte, mais gigantesque, qui s'ouvrait. Et du coup, moi, je suis assez... Voilà, j'aime bien comprendre, j'aime bien aller chercher. Donc vous allez fouiner un peu à droite à gauche. Je suis allée fouiner ouais. Et finalement, j'ai fait un travail de fourmi quand même sur 7 ans de séance. Et à chaque fois que j'équilibrais une personne, chaque fois qu'il y avait un comportement qui ressortait, une problématique, une émotion, j'associais un point. Et finalement, j'ai fait un dictionnaire des points d'acupuncture qui est vraiment accessible à tout le monde. On regarde, on localise une douleur, une gêne. Cette localisation permet de comprendre peut-être quelle est la problématique sous-jacente, quelle est l'émotion. C'est vraiment trié. Et du coup, juste déjà prendre conscience que c'est ce sujet-là qui nous fait souffrir d'une certaine manière, c'est déjà la résolution de 2 tiers de notre souffrance. On a le sentiment que si la kinésiologie est à la base de tout pour vous et ensuite que l'acupuncture vient, on a le sentiment quand même qu'aujourd'hui, vous basez beaucoup de choses sur l'acupuncture et la kinésio vient en complémentarité. C'est-à-dire que est-ce que la kinésio aujourd'hui est passée en second plan? Elle vient juste confirmer ce que l'acupuncture dit? Alors, moi, j'aime bien quand même réaliser que la médecine chinoise traditionnelle, c'est quand même une discipline ancestrale. C'est sûr. Voilà. La kinésiologie est une discipline beaucoup plus récente. J'aime pas, je vais pas faire une balance, c'est mieux l'un que l'autre. Moi, je vois qu'à un moment donné, pour moi, et c'est totalement personnel, la kinésiologie, à un moment donné, a eu des limites que je voulais dépasser. Okay. Voilà. Mais ma méthode, elle est empreinte, elle est issue de ce que j'ai appris en kinésiologie. Et la kinésiologie m'a permis aussi de débuter ce travail de fourmi et d'analyse pour pouvoir comprendre les points d'acupuncture d'une autre manière. Vous disiez tout à l'heure que les médecins, effectivement, faisaient appel à vous. Enfin, on vous envoyait des clients, des patients. Oui, indirectement. Indirectement. Et alors, la question, c'est de se dire, là, vous faites face à des gens qui sont face à une problématique de santé. Oui. Mais lorsqu'on n'a pas ces problématiques de santé, qu'est-ce que Kinéssence peut nous apporter de plus? Alors, c'est vraiment, pour moi, et c'est vraiment une méthode, mais j'ai presque envie de dire un état d'esprit au quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, on peut avoir un tout petit bobo, parfois, de comprendre ce qui nous arrive, ou parfois on peut ressentir des émotions, on se lève pas bien, ou on a de la colère ou de la tristesse par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation, et on comprend pas exactement où on en est. Et la kinéssence va nous pointer un petit peu du doigt. Regarde, c'est peut-être ça qui te dérange vraiment, et elle va préciser ce qu'on est en train de vivre. Alors, comment on fait? Parce que vous dites que c'est rendre quand même les gens autonomes. Exactement. Et faire en sorte qu'ils puissent chez eux gérer ça avec votre méthode. Exactement. Il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai une chaîne, donc j'en parle souvent. Je balade tous les jours. Ça fait partie un petit peu de mon travail parce que... Havane. Bon. Voilà. Havane. Parce que le fait de sortir et le matin et le soir, avant et après des consultations où parfois c'est un petit peu lourd,
Ça de bouffer l'oxygène. m'oxygène, ça me fait du bien. La dernière fois, je promène, je rencontre, c'est vraiment aussi un lieu de rencontre, etc. Je rencontre une copine, elle me dit, vous verrez, je comprends pas, j'ai mal à l'orteil. Je sais pas, j'ai pas changé de chaussures, je me suis pas cognée, j'y comprends rien. Je lui dis, c'est quel orteil? Elle me dit, c'est le petit orteil. Ok, et là je lui dis, tu sais, il y a un point qui passe par ce petit orteil, il est facilement localisable, c'est le dernier point du méridien du chemin énergétique de la vessie. Et ce point, il parle souvent de clôturer quelque chose. Et même si c'est positif, ça peut être clôturer quelque chose qui fait partie longtemps de notre vie et passer à autre chose. Et souvent, il parle de souffrances liées à un déménagement. Et là, elle me dit, mais c'est fou en fait, parce que avec mon mari, on clôture 25 années de vie à Marseille et on va s'installer dans le Larzac. Alors, je suis super heureuse de m'y installer, mais... C'est une transition de vie que le corps n'a pas compris. Alors, c'est pas qu'il a pas compris, c'est que juste, et elle a le droit, il y a une souffrance. Il y a quand même tout un pan de vie, et c'est pas parce qu'elle détestait Marseille qu'elle s'en va non plus. Donc, il y a quand même une appréhension, une souffrance à vivre ce changement. Et je lui dis ça, et on continue. Notre discussion, elle a duré 2-3 minutes, pas plus. Et du coup, elle s'en va de mon côté. Et le lendemain, ou peut-être 2 jours après, j'ai un petit SMS. « Oh, Claudia, c'est un truc de fou. Ça y est, j'ai plus mal au petit doigt de pied. Ma douleur est complètement partie et j'ai rien fait. » J'ai dit, oui, la seule chose, c'est que tu as pris conscience que tu avais le droit de... Et tu as mis une clé sur ta problématique. Et en fait, ça a suffi... Bon, là, on ne parlait pas d'un cancer. Oui, bien sûr, c'est plus ou moins léger. Voilà. Mais enfin, c'est symptomatique d'une émotion. Et c'est ça que je prône un peu, c'est que devant des difficultés, et la vie n'est pas toujours facile, j'en suis un exemple, voilà, devant des petites difficultés, cette méthode, elle peut tout simplement aider à avoir un allié, un guide au quotidien, qu'on ne va pas chercher ailleurs, qu'on ne va pas chercher chez un thérapeute, qu'on a en nous-mêmes. Mais pour le coup, elle n'a rien fait. Elle n'a rien fait. Mais donc, elle n'a pas suivi votre méthode, alors? Si. Parce que elle, ce qu'elle aurait pu faire si je ne l'avais pas rencontrée, c'est de regarder pourquoi elle avait mal au petit doigt, regarder le schéma qui est très simple, qui montre que c'est le méridien de la vessie qui passe, et c'est le V67, le dernier point. Et elle aurait regardé ce que ce point disait, et elle aurait vu angoisse liée à un changement de vie radical, liée à un déménagement, et elle aurait pu prendre conscience de ça. Oui, mais ça, c'est de l'acupuncture pure. Alors, c'est pas de l'acupuncture, c'est un point d'acupuncture pure, c'est ça que je veux dire. Oui, tout à fait. Et donc, c'est pas spécifique à une méthode que vous avez mis en place, c'est ça que je veux dire. Alors, il y a 2 choses. Pardon, j'essaie de... Oui, tout à fait, on est là pour ça, pour débattre. C'est que le point, il existe. Bien sûr. D'accord? Mais ce qui est nouveau dans la méthode, c'est que moi, je vais vous dire, ce point, il parle de cette problématique. Ah, il correspond à cette problématique-là. Voilà. Autant, dans les manuels de médecine chinoise, on va trouver ce point, il va servir à soigner tel symptôme. Chose que moi, en symptomatique, je suis pas calée comme un médecin chinois. Le médecin chinois, il va se servir de ce point pour équilibrer énergétiquement, physiquement le corps. Mais cette information liée au déménagement, liée au changement de vie, vous ne la trouvez pas dans un manuel de médecine chinoise. Alors, c'est ça l'apport. C'est le premier livre que j'ai là. C'est le Corps et Points Liés. Ouais, le Corps et Points Liés, voilà. Qui est ici, avec chaque point d'acupuncture qui permet effectivement de déterminer une émotion. De déterminer un schéma comportemental. Schéma comportemental, exact. Des mots-clés. Parfois, ça peut être juste déménagement, appréhension. Il y a quelques émotions. Et il y a surtout l'esprit du point. Quand on tombe sur ce point-là, qu'est-ce qu'il peut signifier? Je regarde parce qu'effectivement, il y a 2-3 trucs qui peuvent m'intéresser en me demandant pourquoi est-ce que j'ai cette réaction du corps. Et on salue évidemment votre fille qui est à l'origine des schémas voilà. À l'intérieur du Victoria. livre, et qui a fait un boulot justement pour rendre... ludique, facile, simple. Juste localisé. Oui, absolument. Alors, vous dites rendre les gens autonomes, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand on est à la maison, qu'on est traversé par une émotion quelle qu'elle soit, quelque chose, voilà, et qu'on a un ressenti dans le corps, on peut trouver une explication et gérer ça
Oui, il y a déjà une prise de conscience qui se fait. Ok. Et après, je le présente de manière très, très facile, très ludique dans le livre. Il suffit de localiser un point, de mettre la main quand on ne sait pas exactement si c'est exactement... Voilà, la main suffit, la paume de la main, on respire, on prend conscience et on équilibre déjà quelque chose. Alors, je vous donne un exemple, hein, parce que ça, c'est un truc... voilà. La colère. Voilà, j'écris un livre sur la colère en ce moment. La colère. Je me lève, je ressens une émotion de colère. Ok. Alors là, moi, je vous orienterai du coup sur la suite de Corps et Poings liés. Oui, c'est ça. Qui est au fil des points au cœur des émotions. Et avec les émotions. Voilà, et là, au lieu de dire oui, je suis juste en colère, ce livre, il va vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Quelle est exactement l'émotion que vous traversez? Et là, on travaille sur 1980 ressentis. Donc, il est un petit peu plus précis que dire juste « je suis en colère ». Et là, on va associer, et pareil, de manière très ludique, et on peut le faire vraiment à plusieurs niveaux. Le premier niveau, ça veut dire, vous vous mettez dans cette émotion de colère et vous regardez la roue des points d'acupuncture et votre corps, parce qu'il y a quand même un déterminisme, va vous orienter vers une certaine couleur. Cette couleur va vous orienter sur un point et dans le point, vous allez trouver des émotions un petit peu plus précises. Alors, je vais montrer effectivement la roue des couleurs. Voilà. C'est ici. Hein. Voilà. Hop. Et là, vous avez les 361 points d'acupuncture, les points principaux de la médecine chinoise traditionnelle. Ça, c'est extraordinaire. Donnez-nous encore quelques... anecdotes, d'autres exemples qui vous ont particulièrement marqué. J'en ai tous les jours, mais par exemple, hier, je reçois quelqu'un qui a son genou qui coince. Il me dit, quand je fais comme ça, clac, clac. Ouais, ça coince, j'ai mal à l'intérieur du genou. Voilà. Donc ça, c'était plus dans le cadre d'une séance, mais je ne vous raconterai pas toute la séance, mais juste le point. Là, très facilement, on se rend compte que c'est le point R10, le 10e point du rein, qui passe par là et qui s'appelle les angoisses relationnelles quand on traduit de la médecine chinoise. Donc, en plus, genou, en général, c'est souvent les relations. Et là, donc, on regarde dans Corps et Poings liés ce qu'il nous dit. Et notamment, il y a une des problématiques qui est liée à ce point qui parle de pas forcément se sentir à la hauteur par rapport à la gestion d'approche. Et je lui dis, est-ce que ça vous parle, etc. Et là, il me dit, oui, effectivement, en ce moment, c'est difficile pour moi. J'accompagne la fin de vie de mon père. Et je suis toujours en train de me demander si je fais bien. J'ai l'impression que je suis nulle, que je ne fais pas bien, que je ne fais pas les choses assez bien, alors que c'est quelqu'un qui va à l'hôpital. Qui a beaucoup de dévouement. Donc oui, il est en souffrance, il a beaucoup de dévouement, mais il est persuadé qu'il fait toujours les choses mal. Et en fait, de prendre conscience que cette souffrance, elle vient de là, en fait, il réalise que... Et après, on fait un petit travail aussi pour cette réalisation que oui, il est là, il est présent. Et c'est ce qui compte le plus, en fait. Parce que c'est ça, ce qui est important de savoir aussi, c'est ce travail dont vous parlez. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a constaté ce que le corps nous dit, une fois qu'on a pris conscience du point et de l'émotion, de la situation que le corps essaie de nous faire comprendre, comment on règle les choses? Alors, il y a plusieurs choses. Soit, donc, déjà, on en prend conscience et... Encore une fois, l'histoire du petit orteil, ça prouve que ça suffit déjà. Il y a vraiment plusieurs niveaux. Ensuite, on peut équilibrer le poids de manière très simple. On met la main dessus, on respire et voilà. Et après, on essaye de trouver un ancrage par rapport à la problématique qu'on a trouvée qui nous rassure et qui nous met dans une émotion plus confortable. Et dans le livre, notamment, pour tous les points, il y a d'abord les problématiques, mais il y a aussi toujours 1 à 5 ressources. Donc, vous pouvez directement vous inspirer des ressources que propose le poids. Ou encore plus... Voilà, là, je vous donne vraiment les méthodes très, très simples. Vous vous mettez dans quelque chose, dans un ressenti positif. Je veux chercher du positif. Et tout simplement, vous mettez la main quelque part sur votre corps. Ou vous ouvrez le livre, j'ai presque envie de dire, je sais qu'il y a des gens qui font comme ça, et vous regardez qu'est-ce qu'un autre point peut vous proposer.
Et le corps, il s'oriente. Mais ce qui est assez fou, c'est de se dire à quel point c'est simple. En fait, ça peut l'être excessivement. C'est pour ça que moi, je viens encore une fois d'une famille de médecins, de chirurgiens. Mon père, il était très, très érudit. Donc, c'était une mémoire photographique. Notre maison, ça ressemblait à une bibliothèque géante. On ne pouvait plus rentrer dans les pièces tellement qu'il y avait de livres. Et tout ce qu'il lisait, il le connaissait par cœur. Pratiquement mémoire photographique. Mais il n'y avait pas d'émotion. Il n'y avait pas de ressenti, il n'y avait pas de... Donc, il y avait vraiment une grosse incompréhension. Et lui, il était vraiment dans les relations prestigieuses, les relations... voilà. Et moi, d'ailleurs, il s'étonnait toujours... moi, j'ai croisé des gens, j'ai fait ma vie en dehors du foyer familial, j'ai croisé énormément de gens qui m'ont soutenu, qui m'ont fait progresser. J'ai eu des pères, entre guillemets, de substitution à l'extérieur. Et notamment, j'avais le doyen de la faculté de sciences humaines de Strasbourg à l'époque, puisque j'avais fait mes études là-bas, qui m'avait pris un petit peu sous son aile. Et mon père, il trouvait ça... complètement dingue que j'arrive à tutoyer et à faire de mon pote à la fois le doyen de la faculté de médecine, de sciences humaines et monsieur tout le monde dans la rue, etc. Donc, je ne sais plus pourquoi je vous raconte ça. Découvrez les secrets de l'abondance quantique avec le docteur Olivier Madelrieux, coach mental et expert international reconnu pour avoir accompagné plus de 6000 personnes, dont de nombreux champions sportifs, coachs et chefs d'entreprise. Dans cette masterclass gratuite, vous découvrirez comment activer votre pouvoir d'attraction, vous apprendrez des techniques simples et concrètes pour transformer votre vie, la méthode des 3 questions pour reprendre le contrôle de vos pensées, mais aussi les clés pour manifester l'abondance dans votre réalité. N'attendez plus, cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran ou en description pour changer de dimension et créer la vie que vous méritez. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est émotionnellement, qu'est-ce que ça traduisait du comportement et du caractère de votre père ? Pourquoi est-ce qu'il était en permanence dans cette exigence-là, dans cette obligation du statut social Oui, mais parce que je pense que de vivre ses émotions, c'était pas possible pour lui. Après, il a perdu son père très jeune, il était encore bébé. Et je pense qu'il n'était pas formaté comme ça. Et moi, j'ai voulu justement prendre le contre-pied et de rendre les choses accessibles à tous. On était 4 enfants. La seule chose qu'on disait quand on était jeune, à l'époque où il fallait choisir notre orientation, qu'est-ce que vous voulez faire ? On ne sait pas, mais surtout pas médecin. C'est souvent ça, il y a un rejet, il y a souvent un rejet comme ça. C'était l'idée, nous on veut... Enfin, en tout cas, moi, c'était... et je l'ai compris bien plus tard, mais je veux ressentir, je veux adapter les choses, parce que je ne pense pas que c'était forcément une question... Lui était intelligent, nous, on était bêtes, ce n'est pas du tout l'idée. Mais adapter cette intelligence, la rendre accessible, pour moi, c'est très important. Alors, on va voir, évidemment, parce que c'est toujours important, quand on a des coachs, des thérapeutes, des accompagnants de vie... on se demande comment ils en sont arrivés là et quel est leur parcours. Et on ne devient pas par hasard. On a toujours, à un moment donné, quand on est thérapeute, un petit syndrome du sauveur. En tout cas, d'essayer d'améliorer la vie des gens. Voilà. Bon. Sauver, peut-être pas, mais en tout cas, l'adoucir. La question que je voulais, avant qu'on parle de vous, est-ce que ça veut dire qu'un corps où on ne ressent aucune souffrance particulière, aucune gêne particulière, ça veut donc dire que tout va bien ? Non. Je pense que on a une faculté de taire aussi les symptômes ou de mettre en déni, de mettre sous le tapis les symptômes et de ne pas écouter ce corps. Donc je pense qu'une personne, même qui ne croit pas souffrir, alors tout le monde ne souffre pas, mais je pense que le corps, il a toujours quelque chose à dire. Et il peut dire à la fois quelque chose, là on parle de souffrance, on parle de douleur, mais il peut dire des choses très positives et très belles et très sympathiques aussi. Mais je pense que ça rajoute une dynamique d'être allié à son corps, de l'écouter. Il y a un proverbe tibétain que j'adore, c'est « écoute ton corps murmurer, tu n'auras pas à l'entendre crier ». Là aussi, c'est pour ne pas le faire souffrir, mais écoute ton corps murmurer, pour moi, ça veut dire aussi ton corps, il a tellement de belles choses à te faire partager. On passe
il fait partout de nous. On se demande d'ailleurs, parce on a le sentiment que c'est quand même beaucoup plus facile de donner un exemple d'un corps qui crie parce qu'il veut nous faire comprendre quelque chose et il souhaite un changement, une amélioration. Mais un corps qui va bien, qui nous fait passer des choses belles, qu'est-ce qu'il dit en fait ce corps? Quand il veut nous faire passer une information belle et positive, comme ce qu'on vient d'évoquer là? Moi, je dirais c'est la prise de conscience, c'est vivre le temps présent, c'est la félicité d'une certaine manière, c'est profiter de... Voilà, quand le corps est bien, on peut vivre un instant magique, un instant... voilà, une sorte de félicité aussi. Et ça, c'est pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, c'est le résultat de tout acheminement. Et aujourd'hui, moi, je sais que je me considère être bien dans mon corps. Par exemple, quelque chose de positif, c'est une femme et un homme d'ailleurs vieillissent. Donc parfois, c'est un petit peu compliqué quand on a des signes de vieillissement, de fatigue, de petites douleurs. Et le fait d'avoir un rapport au corps apaisé, ça nous permet d'avancer avec sérénité, de profiter, de ne pas s'arrêter sur... donc il y a beaucoup de choses aussi de positifs à avoir, je crois. Hein. On va voir, Claudia, votre parcours. Parce que ça, c'est intéressant. Et dans les fiches de production, quand on prépare les émissions, il y a évidemment des éléments. Moi, il y a une phrase qui m'a sauté aux yeux et qu'on a mis en gras d'ailleurs. C'est parce qu'elle est d'une violence. Attention. Elle est d'une violence incroyable. Ah oui ? Vous avez entendu dans votre vie en permanence dire « Tu ne devrais pas être là, tu n'étais pas prévu ». Oui. Cette phrase, elle est dure. Elle est dure. Mais je ne m'en suis pas rendu compte. Alors, je l'ai vécu, je dirais 20 ans, pour ne pas dire 25 ans, sans m'en rendre compte. Mais elle me faisait mal. Elle me faisait vraiment mal. Et ça vient de... Ça vient de ma naissance. De votre naissance. Voilà. J'ai une naissance un petit peu particulière. Si vous voulez bien nous l'expliquer. Parce que ça, j'imagine que votre corps, il a dû vous donner un signalement ou quelque chose qui a fait que vous aviez sans doute dû ressentir des choses très particulières, dans une espèce de mal-être ou une espèce de... Moi, j'ai été en souffrance avec mon corps dans l'enfance et dans l'adolescence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai expié cette souffrance totalement. Et je peux vous dire qu'il y a une sacrée différence. Je suis bien avec moi-même, je suis bien avec ce corps. Votre corps en souffrance, c'était quoi? Ça se traduisait par quoi? Par un sentiment de rejet de ma famille, des autres. Non, mais votre corps, physiquement? Et physiquement, j'étais extrêmement maigre quand j'étais jeune. Ensuite, j'avais beaucoup de soucis hormonaux. Okay. Je n'ai pas été réglée naturellement. Moi, j'ai un peu maltraité ce corps aussi, parce que j'ai eu des périodes de boulimie dès que j'étais chez moi à la maison. Mais à la fois, il y avait vraiment je pense que je suis quand même une battante, une résiliente. À la fois, je faisais du sport quasiment à haut niveau, puisque je faisais du tennis de table, mais je suis allée jusqu'en National 1, donc c'est pas le petit sport loisir. C'était tous les week-ends, c'était 3 fois par semaine, et il tenait le coup, ce corps. Donc voilà, il y avait beaucoup de... Mais en tout cas, j'ai eu une enfance assez souffrante, assez... voilà. Donc cette phrase ? Donc cette phrase, elle vient de ma naissance. Donc j'ai eu une naissance un petit peu particulière, et je crois que l'énergie de la naissance est assez fondatrice dans toute une vie, qu'elle soit positive ou négative. C'est une énergie que je travaille d'ailleurs très très souvent en sciences. Et ma méthode s'appelle aussi Ki-naissance. Et ce qui est intéressant, et ça je l'ai réalisé très récemment, Ki en médecine chinoise, c'est l'énergie. Le chi ou le ki, ça dépend comment. Donc, Ki-naissance. Et je crois que c'est aussi fondamental, c'est quelque chose pour moi qui est très intéressant à expliquer, c'est qu'on vient d'une certaine manière dès sa naissance. Et cette énergie de naissance, qu'elle soit encore une fois bonne, mauvaise, difficile, très positive, elle va nous suivre tout au long de notre vie et elle va se rejouer. Et souvent, quand on commence à comprendre ce qui s'est passé,
le corps s'apaise et on peut avancer. C'est pour ça que, d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à un de nos conférenciers thérapeutes qu'on va faire tourner prochainement, qui propose les revécus de naissance, Oui, qui sont des choses assez incroyables. Ça, je le fais aussi. Vous le faites aussi ? Oui, tout à fait. Parce que de savoir qu'est-ce qui s'est passé à notre naissance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la vôtre ? Alors, donc, Parce ma qu'il y a une naissance. histoire de sœurs jumelles, il y a une histoire voilà, de... tout à fait. Voilà. Alors, encore une fois, famille assez carrée, Mmh. père chirurgien, mère médecin, on finit les études, on construit la maison pour qu'au dernier enfant, elle soit prête, mariage, première année, premier enfant, deuxième année, deuxième enfant. Oh, tout est calibré. Tout est calibré, millimétré. Troisième année, un petit peu décalé. Normalement, troisième enfant. La grossesse de ma mère se passe super bien. Elle accouche un petit peu avant le terme de ma sœur jumelle. Du coup, je spoilie un petit peu les choses. Elle accouche de ce troisième et dernier enfant. Qui était censé n'être qu'un. Qui était censé n'être qu'un. Et à l'époque, on ne fait pas d'écho ou de suivi particulier si la grossesse se passe bien. Et donc là, ma sœur arrive au monde. Tout le monde est content. Donc, mon père est là, ma mère, l'obstétricien, 3 médecins. Et ils sont persuadés que c'est fini. Tadam ! Et là, premier petit souci, les contractions ne s'arrêtent pas. Ils se demandent, mais comment ça se fait que les contractions ne s'arrêtent pas ? Et donc, voilà, ils se posent des questions. Je pense que c'est assez, encore une fois, médical. Et tout d'un coup, sidération. Si les contractions ne s'arrêtent pas, c'est qu'il y a un enfant encore dans le ventre. Donc vous arrivez. Et là, je pointe mon nez. Et là, c'est un petit peu la sidération. Donc c'est pas accueilli avec bonheur. C'est pas accueilli, c'est... Voilà, je pense qu'il y a eu une réelle sidération. Et on l'appelle comment ? Qu'est-ce qu'on en fait, où on le met, quoi ? Incroyable. Et j'ai vraiment eu ce sentiment Toute votre vie. toute mon enfance, toute mon adolescence. Non, mais une fois que la sidération est passée, le deuxième bébé est là, ça va. Maintenant, on mais y il va, aurait on met en fallu place. une certaine adaptabilité. Et en fait, c'est devenu un jeu un petit peu malsain, je pense, malgré... Après, quelle est l'origine, je ne sais pas. Mais les aînés adoraient ressortir le truc, se moquer, parce que forcément, ils m'ont donné des prénoms, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils n'avaient pas de prénom, apparemment, en sortie de la maternité. Donc, ma grande sœur, qui avait 3 ans, leur dit « Ah, moi, j'aimerais bien qu'elle s'appelle Aude ». Et ma mère, apparemment, aurait dit, c'est les histoires que j'ai connues après. Mmh. Oh, mais Aude, c'est vraiment moche. Au pire, on l'appelle Claude. OK, donc j'ai eu ce nom-là. Et après, j'ai eu le nom d'une grande tante, Berthe. Donc, je n'ai rien ni contre les Audes, ni contre les Berthes. T'es sûr ? Ouais. Mais voilà, c'était le prénom pas à la mode, vieillot, tout le temps qu'on me ressortait, qui n'était pas beau, on se moquait de moi. Bref. Donc, après, pareil, la chambre, j'ai intégré, alors que c'était une énorme maison, on aurait pu changer un bureau, voilà. Non, j'ai intégré la même chambre que ma sœur, ensuite j'ai changé de chambre, enfin, et j'ai pas eu l'impression... C'est-à-dire qu'en fait, toute votre enfance, adolescence, vous sentez le rejet. Enfin, la non-acceptation. Alors, je ne dis pas, et c'est pas un tribunal. Bien sûr, il n'y a pas de jugement de valeur. Non, voilà, mais bien sûr, bien sûr. Mais ce ressenti, c'est sûr que je l'ai eu. Mais vous l'avez, à un moment donné, vous avez les mots, vous avez l'intelligence, vous avez... Alors, quand on a 5-6 ans, bien on sûr. le ressent. Et en fait, l'intelligence que j'ai eue, c'est de faire finalement ma vie à l'extérieur de la famille. Parce que, effectivement, j'en sortais pas de ce rejet. Il y avait quand même beaucoup de maltraitance. Et du coup, la stratégie que j'ai adoptée, c'est partir. Ouais. Et effectivement, dès très très jeune, à 7 ans, j'ai commencé donc le ping-pong parce qu'on avait en plus, on avait une table de ping-pong à la maison, mais j'étais interdite de jouer. Mon frère ne voulait absolument pas que j'avais pas le droit de jouer.
Et moi, j'étais attirée par ça, etc. Et ça a fait une des choses, c'est que j'ai dit, bon, bah tant pis, j'irai jouer ailleurs. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui, alors on comprend effectivement qu'il y a ce rejet, qui est d'ailleurs assez incroyable, vous auriez pu être la petite dernière de la famille, chouchoutée Oui. à bloc. Non, finalement, c'était pas pas du tout. ça. Oh, c'est tout l'inverse, non, c'est incroyable. Mais on comprend quand vous parlez de boulimie, quand vous parlez d'anorexie, là le corps, proprement dit, parle de cette souffrance et de ce rejet entre guillemets, même si aujourd'hui les choses sont apaisées, mais c'est ça qu'en fait que le corps essayait de vous dire. Et à l'époque, je pense que j'étais trop dans l'expérimentation. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de sport à risque, et j'ai expérimenté, j'ai cherché tout ce que j'avais pas, j'ai cherché à l'extérieur. Et finalement, j'ai quand même avancé. Et là, il y a eu un deuxième tsunami. C'est quand moi, je suis devenue mère et quand j'ai essayé de donner naissance à ma première fille. Et je crois que tout ce qui s'est joué, tout ce qui ne s'est pas joué à ma propre naissance, tout ce qui n'avait pas été compris et accepté d'une certaine manière à ma naissance, s'est rejoué quand je suis devenue mère. Avec Victoria. Avec Victoria. Et même, vous le dites, c'est-à-dire que lorsque Victoria arrive, vous ne comprenez pas encore ce qui s'est joué dans votre enfance. Et même avec votre seconde fille, Ariane, rebelote. Alors, la naissance a été moins compliquée, mais il y a encore eu... Voilà. Et pour moi, effectivement, dans ma vie, les naissances sont des périodes excessivement fondatrices. C'est les racines de mes progressions. Bon, là, la kinésio, peut-être, est-ce que quand vous faites les tests, le test musculaire, quand vous faites toutes ces choses-là, la kinésio vient vous parler aussi de toutes ces périodes de naissance, d'encadrement familial ? Alors, la naissance de Victoria a été assez particulière. Pour répondre à votre question, je suis un petit peu obligée de l'expliquer. Donc, elle arrive suite à une toxémie gravidique. C'est une maladie qui peut être vraiment diagnostiquée à beaucoup de niveaux. Moi, j'ai eu le pire. Et du coup, j'ai dû accoucher en urgence par césarienne alors qu'elle était à 7 mois de grossesse. Parce que, en gros, tous mes organes lâchaient. Et je me suis retrouvée en réanimation. Intubée, ventilée. Je n'ai pas pu voir Victoria pendant 10 jours. Donc, c'est quand même une naissance un petit peu particulière. Là encore. Là aussi. Et d'ailleurs, les médecins n'avaient pas fait le lien, mais moi, j'avais quand même une petite idée que si j'avais vécu cette naissance, c'était en lien avec... sûrement si j'avais eu tous ces problèmes de santé, finalement, qui n'étaient pas du tout associés ni à mon gabarit, ni à ma forme physique. Moi, j'avais quand même un petit peu dans l'idée, oui, mais j'ai fait de la boulimie, tout ça, c'était caché, hein, bien entendu. Et du coup, je me suis retrouvée en réanimation, intubée, ventilée, et j'ai fait ce qu'on appelle une expérience d'EMI, de mort imminente. Et je me suis retrouvée donc en réanimation. Les médecins ne savaient pas trop quoi faire de mon cas. Parce que j'avais une hémorragie globale, j'avais déjà perdu 5 litres de sang, vidé la banque de sang de Marseille, et ça ne s'arrêtait pas. Donc, j'avais vraiment des constantes vitales très, très basses. Et là, j'ai vécu ce qu'on appelle une décorporation. J'ai mon esprit, je ne sais pas comment on peut dire, qui s'est soulevé de mon corps, et j'ai vécu la scène à 2-3 mètres de haut. Et là, je me vois alitée, les chirurgiens, les médecins autour du lit, et je comprends mot pour mot ce qu'ils disent. Je comprends leur questionnement. Je sais qu'ils s'interrogent. Est-ce qu'ils vont me réopérer, me faire une ablation de l'utérus complet pour arrêter les saignements ? Ou est-ce qu'ils vont laisser les choses se faire, puisque mes constantes vitales étant tellement faibles, tous mes organes étant tellement... que c'est compliqué de le faire. Et là, c'est à la fois quelque chose d'extraordinaire, parce que les sens y sont décuplés,
on a une espèce de... C'est magique, quoi. On entend tout, on comprend tout. Et à la fois, là, moi, j'ai envie de leur dire, ne me touchez pas. Je sais que je ne vais pas survivre à l'opération, donc ne me touchez pas. Mais je suis intubée, ventilée, je suis censée être dans le coma, je ne peux pas répondre. Et là, à la fois, j'ai vécu un enfer. Parce que j'ai à la fois cette compréhension globale, hyper sensible, hyper extraordinaire, et à la fois, j'ai une impossibilité de m'exprimer. Et j'avoue, et je m'en souviens, il y a 27 ans, je m'en souviens comme si c'était hier. C'est ça qui est incroyable. Tous les témoignages de gens qui ont vécu des EMI comme ça ont, c'est une précision dans le ressenti. Moi, on associe. Alors, j'ai pas vu le tunnel de lumière qu'on peut parler, parce que j'ai forcément lu sur le sujet. Mais cette expérience, elle a été à la fois extraordinairement... je ne sais pas si c'est agréable, mais il y a quelque chose d'apaisant. Voilà, de puissant. Il se passe quelque chose de puissant. Mais à la fois, il y a eu cette impossibilité d'exprimer quelque chose. Et on parle de mort ou de vie ou de mort. Parce que j'étais persuadée que si on me touchait, ce serait fini pour moi. Et j'avais envie de voir ma fille. Je savais juste, mais c'était très... C'était un sujet, je me battais pour ma vie très égoïstement. Et finalement, là, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, je suis redescendue et après, trou noir. Okay. Finalement, les choses sont allées mieux. Et au fur et à mesure, j'ai récupéré. Ils ne vous ont pas opéré pour le coup? Ils ne m'ont pas opéré. Donc, effectivement, le corps a repris le dessus. J'ai fait, je crois, 2-3 mois d'hôpital quand même. Hein. Ça a été une convalescence quand même difficile. Mais je suis sortie. En tout cas, pour un premier accouchement... Oui, un petit peu chaud. Et les choses sont allées progressivement dans l'ordre. Mais avec un ressenti encore assez difficile, c'est que mon corps m'avait lâché. J'étais sportive considérée de haut niveau, j'avais fait STAPS comme étude au départ. J'étais en grande forme et du jour au lendemain, alors que tous mes copains se mariaient, avaient des enfants, ils ressortaient de maternité, beaux comme tout, des seins parfaits. Moi, j'étais le petit coton-tige qui avait perdu 28 kilos en une semaine. Qui devait réapprendre à marcher, à courir, à faire du vélo. J'ai tout appris progressivement, quoi, à me tenir debout. Donc, c'était dur. Et là, j'avais vraiment ce sentiment que mon corps m'a lâché. Et après, comme j'étais multitransfusée, je me suis posé aussi des questions. À l'époque, il y avait le sang parfois contaminé, etc. Je me disais, mais on m'a donné 5 litres de sang, mais de qui qu'est-ce que je risque? Enfin, il y avait quand même, en sortie de l'hôpital, alors oui, la médecine m'a vraiment sauvé la vie. Et Bien sûr. Voilà. Mais on sort de l'hôpital, il n'y a plus personne. Et là, effectivement, un accompagnement, c'est déterminant, je crois. Qu'est-ce que vous faisiez déjà à l'époque? J'étais dans la logistique internationale. Donc, rien à voir. Voilà. Et c'est ça qui vous fait bifurquer ensuite? Alors, pas tout à fait encore. J'ai mis du temps à comprendre. D'abord, donc je suis restée là-dessus, mais quand même à regarder un petit peu, à commencer à m'intéresser à cet accompagnement qui me manquait. Et par contre, ce que j'ai appris, c'est... J'ai énormément souffert en réanimation, parce que j'ai eu une double pleurésie, j'ai eu vraiment des complications. J'ai eu des complications très graves pendant plus de 3 semaines. Et donc, je me suis dit, plus de souffrance. Là, vraiment, j'ai commencé à me dire que j'avais déjà beaucoup souffert pour quelqu'un de cet âge-là. Je dis pas qu'il y a beaucoup d'autres gens qui souffrent de choses beaucoup plus graves. Mais en tout cas, j'avais eu déjà des souffrances émotionnelles, psychologiques, comme on avait un petit peu vu. Là, il y avait les souffrances physiques. Et là, je me dis, ça devenait lourd. Et là, j'ai réorienté. Pour moi, ça a été vraiment une renaissance. J'ai dit, maintenant, stop. Les gens toxiques, les souffrances que je peux enlever de ma vie. Faites le ménage. Je fais le ménage. Et là, j'ai vraiment mis, comme on dit, les points sur le i pour un véritable soulagement.
Juste une petite parenthèse, parce que quand on connaît effectivement de quelle famille vous êtes issu et que vous vivez cette expérience de mort imminente, est-ce que vous en avez parlé à votre famille et Alors, mes parents sont venus en support parce que, comme dit, j'étais en pronostic vital engagé pendant plus de 3 semaines. Mais non, ça a été plus, voilà, toujours médical, quoi. Parce que voilà, c'est ça, je me dis toujours, est-ce que votre papa, qui était quand même très, très, comme on l'a bien compris, scientifiquement parlant, médicalement parlant, lui parler d'EMI, ça aurait dû être un Alors, truc moi, lunaire, ça a été quoi. terrible aussi parce que quand j'étais en réanimation, à l'hôpital Nord, c'est vraiment les soins intensifs d'urgence. Je n'avais le droit à qu'une visite par jour. Et à cette époque-là, donc je venais de me marier, hein, je m'étais mariée 1 an auparavant. Le premier jour, j'étais vraiment, encore une fois, dans des constances catastrophiques. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait me voir. Et je pense que ça aurait été bien que ce soit mon mari. Et là, mon père, médecin, s'est Imposé. vraiment imposé comme médecin et comme sachant. Et c'est lui qui est venu me voir. Et en fait, ça reste une expérience terrible pour moi. Il a fait, et donc il est venu 20 minutes et il a fait un cours de médecine à l'interne qui s'occupait de moi en permanence. Mais en fait, il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu de... Et ça a été assez terrible. Donc après, j'ai vraiment... j'ai un petit peu désolidarisé par rapport à mes parents On ressent dans votre histoire et dans votre témoignage... alors, je pèse mes mots parce qu'encore une fois, il n'y a pas de jugement. Non, il il n'y y a a pas, pas... Voilà. vraiment, il n'y a pas de règlement de compte ou Non, de c'est pas choses du comme tout ça. le but. On est bien d'accord. Il y a un manque d'amour, hein, Ressenti. Il m'aimait Ressenti. à sa façon. à sa façon. Voilà. Mal. Mais encore une fois, il n'avait pas eu de modèle paternel. On est non bien plus. d'accord, il y a encore une fois, voilà. Donc- Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est intéressant, parce que j'allais vous amener là-dessus sur le transgénérationnel. C'est-à-dire qu'on se demande dans votre lignée s'il n'y a pas un truc qui fait que vous avez dû rechercher quand même, vous avez dû Oui, essayer... tout à fait. Alors déjà, dans ma lignée, il n'y a pas de père qui tient la route, entre guillemets. Ah ouais. Voilà. Et il y a une lignée de soignants et de médecins, de père d'homme en homme. Donc il y a à la fois des choses positives et à la fois des choses assez négatives, finalement. Et sur la naissance, Et sur la naissance, non, j'ai Non. pas... il n'y a que vous qui avez rencontré ce genre de Ce problème genre dans de votre choses, famille? ouais. Il y a quand même... Non, mais c'est pour ça que... Mais après, c'est l'idée du 3e livre aussi, qui C'est pour ça qu'il y a le fameux... s'appelle Demain, fameux bistouri. et qui parle effectivement de la transmission. Alors, voilà, la couverture parle vraiment de la transmission entre un chirurgien et quelqu'un qui va faire du soin, mais d'une manière totalement différente. Donc, malgré voilà, cet amour que j'ai longtemps pas compris, il y a eu quelque chose qui s'est transmis. Et moi, j'ai pu, parce que maintenant il est décédé, j'ai pu m'apaiser dans cette relation paternelle. Et j'ai trouvé surtout une transmission. Et le fait d'avoir trouvé une transmission, quelque chose qui m'a transmis, et pour moi, il m'a transmis ses mains d'une autre manière, et je soigne autrement. Mais... Il a su? Non. Non. Il n'a pas su que vous faisiez ça? Si, il connaissait mon métier. Oui, mais... Mais ce livre, il n'en a jamais lu. il a jamais... Alors c'est... Bien sûr que si, il le sait. voilà, Bien sûr que exactement. si, il le sait, évidemment. Qu'ils le comprennent, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, si, aujourd'hui, il doit se dire quand même, mais c'est incroyable. Est-ce que quand on a comme ça du transgénérationnel ou qu'on a un bagage qui est assez délicat en famille et autres, est-ce que vous avez eu peur de reporter ça sur vos filles? Non, parce que justement, et c'est ça qui m'intéresse dans le travail et dans ce que je peux faire et dans le décodage, c'est justement changer ces transmissions. Et je pense que j'ai justement transmis un amour inconditionnel à mes filles, tel que j'aurais voulu qu'on me le donne quand j'étais enfant. Évidemment, parce qu'on part souvent du principe inverse, c'est de dire qu'on répète. Bien sûr. Et les schémas répétitifs dans la famille font que, au travers de notre éducation, de ce qu'on a pu vivre, des mal-être et autres
souffrance, on se dit qu'il y a souvent des gens qui réitèrent et qui projettent sur leurs enfants. Et c'est pour ça que moi, l'idée de prendre ce corps pour nous faire comprendre des choses est très intéressante, parce que justement, ça nous permet de prendre conscience des schémas et de ne pas les répéter. Ouais. Et moi, je suis plutôt... Après, en médecine chinoise, on dit vraiment qu'on arrive plus loin quand on est sur le 3e lit. Lit, c'est vraiment c'est la 3e possibilité. On a soit la répétition inconsciente, souvent des schémas, soit on est en réaction. Mais quand on est en réaction, c'est pas encore le 3e, c'est pas encore le meilleur choix, puisque c'est toujours encore par rapport à une problématique. Et du coup, quand on arrive au 3e lit, c'est la 3e possibilité. Là, on sait d'où on vient, on sait quelles possibilités on a. Et là, on va faire notre propre choix. Et c'est là qu'on va trouver l'équilibre. Et je pense que la naissance peut nous aider à ce cheminement-là. Lisez les ouvrages. On va vous mettre autour de la vidéo, évidemment, tous les liens pour que vous puissiez vous procurer cela. Alors, vous disiez, l'idée, c'est de rendre les gens autonomes. Donc, ça veut dire qu'au travers du livre, on peut expérimenter de façon très, très simple. Chez soi et de façon très, très simple. Ouais. Et je vais sûrement... je fais aussi parfois des webinaires où je peux accompagner sur certaines personnes qui ont des... Mais alors maintenant, avec le recul... Alors, on n'a pas fini par rapport au corps. Dites-moi. Parce que vous m'avez demandé la rencontre avec les points d'acupuncture. Ouais. Donc moi, après cette expérience, entre guillemets, un petit peu traumatisante de l'accouchement de ma fille, il y a eu des choses très positives, mais il y a eu des choses très négatives, et notamment le fait que mon corps m'avait lâchée. Et donc que je devais vivre avec ce corps. Et là, la rencontre avec la kinésiologie a été déterminante. Je passe sur la naissance de ma 2e fille, mais je vais juste répondre à cette question-là. C'est que je me suis retrouvée en formation de kinésiologie. Et là, je suis en formation. Il y a une 20aine d'élèves à cette formation. Et la formation est donnée par un monsieur. J'aime bien dire monsieur parce que c'est vraiment pour moi un signe de... Une référence. Voilà. Ancien prêtre qui est devenu kinésiologue et qui a aussi fondé sa propre méthode qui s'appelle la kinésiologie harmonique. Et là, donc, on fait cette formation et à un moment donné, on arrive à un protocole qui s'appelle la cicatrice. Et là, alors que je suis assez studieuse parce que voilà, j'écoute bien, voilà. Et là, je commence à paniquer complet. Mon corps se liquéfie, je commence à avoir des sueurs froides, enfin ça va pas du tout. Il me raconte et je commence à avoir un petit nuage. Vraiment comme un malaise et je vais vraiment pas bien. Il y avait 20 personnes en formation. Et là, il me voit. Et là, il y a quelque chose qui se passe, il comprend quelque chose. Je ne sais pas, moi. Mais voilà. Et là, il dit... finalement, il y aura un petit changement de programme. La séance qu'on devait faire demain à la fin de la formation, on va la faire aujourd'hui. On va travailler. Je vais vous faire une démonstration sur la méthode, etc. Claudia, venez me voir. Tadam. Tadam. Et donc, je me retrouve devant lui, mais vraiment pas bien du tout. Et donc, il commence à faire cette séance de kinésiologie. Et on fait ce qu'on appelle souvent une récession d'âge. C'est-à-dire que pour expliquer un état, on va voir à un moment précis de notre vie qu'est-ce qui s'est passé. Et là, on arrive en réanimation au moment précis où effectivement je suis dans mon lit et je suis intubée, ventilée et on se demande ce qu'il faut faire. Et là, je revis la scène. Avec beaucoup moins de souffrance. Mais je revis quand même la scène. Et là, il demande à tout le monde de se taire. Enfin, c'est assez... Mais il y a quand même 20 personnes autour. Donc... Et pourtant, on est vraiment dans une bulle. Et là, il me fait comprendre que finalement, mon corps, il s'est mis dans un tel état de difficulté qu'il a empêché les chirurgiens d'intervenir. Volontairement. Volontairement. Que les constantes
il s'est mis tellement faible que finalement, il ne pouvait pas me réopérer. Et il me fait changer la vision de la chose. Et là, je ressens quelque chose, je le revis, et là, je le revis différemment, en fait. Et là, j'arrive à le regarder, et tout d'un coup, je sors. Mais mon corps, il m'a sauvé la vie. Il ne m'a pas lâché. Il m'a sauvé la vie. À l'inverse de tout ce que vous aviez pensé jusqu'à présent. Ouais. Pendant 10 ans, puisque j'ai commencé la kinésio à peu près 10 ans après la naissance de Victoria. Et là, je remonte avec cette idée-là. Que moi, je ne pouvais pas le dire consciemment. Je ne pouvais pas m'exprimer. Or, je savais, c'est ça le pire. Je savais. Et là, le corps, il se met dans une disposition qui fait qu'il obtient ce que je veux d'une autre manière. Et là, je suis remontée avec ça. Mon corps m'a sauvé la vie. Et vous bouclez la boucle. Et là, ouais, il y a une espèce de boucle qui a été bouclée. Et j'ai commencé à avoir un autre rapport au corps. Et tout se découle, écoute, tout en découle derrière de cette approche, et avec après, l'acupuncture. Vraiment, je suis mais persuadée que le corps est notre allié. Et que si on l'écoute, quel que soit ce qu'il dit, si on prend ce petit réflexe quotidien hebdomadaire, il n'y a pas de loi non plus, mais ça devient un état d'esprit. Beaucoup de gens luttent. Dès qu'ils ont une maladie, ils luttent contre le corps. Mais à chaque fois que je décode des maladies, que je décode des petits symptômes, des petits mots, MAUX, je m'aperçois qu'en fait, on a tellement un intérêt à l'écouter. Parce que quand le corps est écouté de manière juste, il s'apaise. Et c'est là que je vois les gens avancer. Je vois les gens et les gens avancer. Je crois aussi, pour finir là-dessus, mais je crois aussi en la puissance des prénoms que l'on donne à nos enfants. Ah oui, moi, je vous dis, le Victoria. premier... Victoire. Hein. Et c'était vraiment une victoire sur ma vie. Je crois. Et l'autant, elle d'ailleurs, elle a eu aussi une naissance particulière, parce qu'elle n'a pas vu sa mère pendant 10 jours. Bien sûr. Ce qui est quand même au niveau des... Voilà, on commence à en parler, du pot à pot, bien sûr, on sait que c'est important. La séparation. Les premiers instants sont importants. Et là, ce n'est pas une séparation de quelques heures, c'est une séparation de 10 jours. Donc, il y a eu... Et là aussi, c'est des choses qui m'ont fait réfléchir parce que j'étais attentive à comment elle était. J'étais attentive à lui donner un amour le plus équilibré possible. Et je me suis aperçue qu'il y avait des conséquences à sa naissance. Et longtemps, elle a été très timide, elle ne faisait pas de vagues. C'était l'enfant parfait. Et depuis, c'est devenu une terreur. Non, pas du tout. Ça va. Elle va mieux aller dans le studio, c'est pour ça que je dis ça. Elle est dans le studio, elle écoute. Mais non, pas du tout. Non, mais par contre, il y avait quelque chose. Et un jour, il lui était arrivé quelque chose. Elle a perdu son arrière-grand-mère. Elle devait avoir 12-13 ans, je crois. Ou un petit peu plus jeune, enfin, dans une dizaine d'années. Elle ne connaissait pas cette arrière-grand-mère, ou vraiment très peu, parce qu'elle n'était pas dans la région. Et elle pleure. Elle est effondrée par cette perte. Et là, je me dis, première fois, peut-être que, pourquoi pas, hein, mais ça a duré 2-3 jours. Donc à la fin, je me suis dit quand même. Et finalement, on a fait une séance. Et à l'époque, c'était avec une autre dame, parce que moi, je n'étais pas encore branchée, je n'avais pas encore fait mon métier. Et là, on revient sur sa naissance. Et en fait, on s'aperçoit que, effectivement, dans ses ressentis, elle était persuadée qu'elle avait failli tuer sa mère. Donc, j'ai failli tuer ma mère. Donc, purée, maintenant, il faut que je marche sur des œufs, quoi. J'ai pas le droit à l'erreur. Et effectivement, tous ces comportements rejoignaient un peu cette appréhension inconsciente. Hein. Évidemment, mais ça, c'est tellement... Enfin, je veux dire, on en parle tellement et ça semble une... Et finalement, tout est lié, quoi. J'ai pu lui expliquer
mais ne crois surtout pas ça. Ça n'a En rien fait, à tu voir. m'as permis de revivre. Eh Pour oui, moi, c'est ça. tu es une victoire sur la vie, tu es une victoire sur la souffrance, tu es une victoire sur tout. Prends-le comme ça. Grâce à toi, ben, je revis. Vous avez 2 filles? Et j'ai 2 filles. 2 filles. Et la deuxième, elle s'appelle Ariane. Ariane. C'est une fusée. Hein. Non, je plaisante. Non, le fil d'Ariane. Ah, le fil d'Ariane. Ouais. Et c'est elle qui m'a orientée vers la kinésiologie. Donc là encore aussi, une histoire qui fait qu'une naissante va me permettre de m'orienter vers quelque chose. On va mettre évidemment le lien avec le site internet claudiakinesio.com, la méthode, les ouvrages qu'il faut évidemment lire parce que c'est absolument passionnant et de se dire qu'aujourd'hui, encore une fois, on répète à longueur de temps que le corps parle, mais ouais, votre histoire Ah ouais, en est là. j'aime en bien est le là. corps parle, ok, mais le corps nous fait comprendre. nous fait comprendre. Ouais. Ouais, c'est encore mieux parce qu'il nous permet de nous dépasser et d'aller mieux, quoi. Et si on ne comprend pas, il insiste. Et je crois que tout ce qu'on n'a pas compris à un moment donné va se rejouer. Comme on dit, la vie nous le resserre. Et le corps, il nous oriente pour qu'à un moment donné, on comprenne. On choisisse de le faire ou pas. Hein. On peut très bien... Merci beaucoup, en tout cas, Claudia. Est-ce qu'il y a une table de ping-pong dans la famille Jurachek ou pas? Non, Y a la pas de maison n'est pas assez Il n'y a grande. pas de table de ping-pong. C'est dingue. La maison n'est pas assez Et grande. vous jouez encore un peu, non? J'ai repris Un un petit peu, Ouais. mais j'avoue que moi j'aime bien le grand air, j'aime bien les Ouais. balades, j'aime bien J'ai toujours été impressionné sur les gens qui tenaient leur raquette de ping-pong à la chinoise. comme ça, là. Ouais. Comme ça, clac. Non, c'était pas mon Non, cas. c'était pas votre cas. Mais non. n'empêche que c'est un sport. Ah, non, mais c'est sûr. Et on se débrouille bien en France. Il y a les 2 Oui, frères, là, oui, qui sont très, oui. très forts. Ouais, hein. les frères Lebrun. Les frères Lebrun, là, qui ont... Oui, qui on ont- est des bons pongistes. Ah, on est des bons pongistes. Merci infiniment, Claudia. Merci, Marc. pour votre récit, merci pour votre accompagnement, merci pour vos ouvrages et la sincérité avec laquelle vous avez pu nous raconter, votre parcours qui est assez incroyable et donc explicite. Vous allez commenter, je le disais, avec bienveillance. Vous procurez les ouvrages, ils sont en auto-édition. Ils sont pour le moment en auto-édition. En auto-édition. Ouais. Et puis alors, je le disais, vous le disiez tout à l'heure pour finir, c'est que c'est rendre les gens autonomes, mais du coup, on peut quand même venir vous voir en cabinet, Bien j'imagine. sûr, oui, oui. Ouais. Et, à Marseille. Oui. Et je fais aussi des séances justement de kinéséance. Je peux le faire à distance. Bon. Sur voilà, cette compréhension, ces histoires de naissance. Il y a pas mal de choses. À dire. Vous avez tout le détail sur le site. Consultation, livres, formation. Ah oui, peut-être pour finir juste, ceux qui veulent approfondir, j'ai créé vraiment une méthode complète de formation en 8 week-ends. Donc, ce n'est pas non plus très long pour justement devenir totalement autonome et aller vraiment plus loin dans les outils. Bon, il faut apprendre tous les points. Non, pas du tout. Non, On se sert, voilà, c'est notre petite table de chevet. Non, D'accord. justement, on a les informations, on n'a pas besoin de les apprendre. Il n'y a pas, dans toute la méthode, et ça c'est quelque chose qui est important pour moi, il n'y a aucun besoin de mémoire. Moi, en vieillissant, ma mémoire, c'est un petit peu... voilà, c'est que par le sens, que par la signification. On n'apprend pas les points. On comprend leur sens et après on les utilise avec les supports qu'on a là. On n'a pas du tout besoin de mémoire. On n'a pas besoin d'avoir un niveau intellectuel. Voilà. Et aujourd'hui, donc, Victoria fait quoi? Elle est ingénieure. Ok, rien à voir. Oui, elle est dans le bien-être animal parce qu'elle Ok. a créé une application qui parle Les animaux. des animaux et de la gestion des chevaux dans le bien-être. Ok. Et elle a suivi tout le cursus kinéséance. Parce que c'est valable aussi pour les Parce animaux. elle l'utilise de manière un petit peu quotidienne aussi quand elle a un souci à dépasser. Et Ariane? Alors Ariane est en 5e année de médecine. Bah tiens. Tiens alors Bah tiens. Padam pam ps, bah voilà. Mais avec une maman à qui elle demande De temps en très, temps. très régulièrement des séances pour dépasser ses voilà. appréhensions. Donc quand on dit que la c'est nouvelle ressenti. génération de médecins sera sans doute Un beaucoup peu plus ouvert, éveillé ouverte sur le à voilà, non médical. bien sûr.
Même si on une les médecine consigne holistique. quand même, ça reste institutionnel. Absolument. Ce sera en dehors des Absolument. institutions. Mais c'est peut-être là où elle doit aussi se rendre compte que sur les bancs de la fac, elle doit entendre des trucs qui sont... C'est tout ce que vous enseignez, enfin tout ce que vous proposez, c'est quand même aux antipodes de ce qui est enseigné sur les bancs de la fac en médecine, non? Alors, aux antipodes, en tout cas, en médecine, ils considèrent assez peu tout ce qui est humain, tout ce qui est émotionnel et tout ce qui est difficulté. Alors que c'est quand même la base. Ils les poussent. Moi, je ouais. trouve que c'est quand même des études très compliquées, et non seulement long au et niveau compliqué, ouais. connaissance, amas de connaissances, mais c'est surtout humainement parlant, où moi j'irais beaucoup adoucir les choses. Merci infiniment, Claudia. Merci Marc. Merci, passionnant. Vous commentez donc, partagez. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Merci à tous.